talus et les hêtres instinctivement envoient leurs racines autour du talus et maintiennent le talus, ce qui fait que le talus en question est extrêmement efficace contre le vent, contre les inondations, etc. C'est une forme de bocage du pays de Caux. Alors on appelle ça les fossés, les talus là-bas, ils appellent ça les fossés. C'est bizarre, mais bon. Les fossés cauchois du pays de Caux. C'est magnifique, ça donne des résultats esthétiquement super. Ce sont des hêtres ici qui sont, tous ceux qui connaissent bien l'écorce lisse du hêtre ont reconnu, et puis on en a vu ce matin, très beau, et puis il y en a beaucoup dans la région. Avec un joli cœur dessus. Avec un beau, ouais, on a fait des belles photos, il y avait un beau cœur sur un... ici, dans le département de l'Allier, dans la montagne bourbonnaise, l'allée des géants ou l'allée des hêtres tortueux, ils l'appellent. Alors c'est pas du tout la même histoire que les hêtres tortillards, c'est le résultat d'un travail humain. Je résume vite pour pas être trop long. On prenait les branches des jeunes hêtres, regardez mes bras, on les entortillait comme ça, on faisait du plessage. On plessait les hêtres en entortillant pour que ça fasse des haies. Sauf que le paysage a changé. Dans les champs entourés par les plessés de hêtres, il y avait des vaches, c'était du pâturage. Or, comme j'ai dit, il y a moins de paysans, donc il y a moins de vaches, et c'est la forêt qui a pris le dessus, ou naturellement, ou en plantation de Douglas et autres. Et donc on se retrouve là dans un paysage forestier, avec des hêtres qui ont été oubliés depuis longtemps, et qui se sont développés en se rappelant dans leur forme qu'ils ont été entortillés au début de leur carrière, les hêtres plessés. Ça donnait des noms partout en France, cette tradition, des villages qui commencent par le Plessis quelque chose. Le Plessis quelque chose. Oui, entre autres. Oui. Et il y en a en Corrèze, dans la limite nord, oui, avec la Combraille, on en trouve beaucoup des comme ça. Vers les Combrailles. Donc ça fait des allées aujourd'hui, quand on aime les arbres remarquables, prodigieuses. Dans le film dont je parlais tout à l'heure, celui qui a filmé a fait passer dans l'allée un drone entre les deux allées d'arbres, et ça donne des résultats. Si je pouvais vous le présenter là, c'est un vrai bonheur de voir la beauté de l'ensemble. Réservoir biologique, mais comme l'endroit est un petit peu connu maintenant, la contrepartie, c'est que ceux qui gèrent le lieu, là c'est l'ONF et la commune, oh là là, il y a du danger, on connaît le problème ici, ça sert d'argument à tout. S'il y a une branche qui tombe, qui est-ce qui est responsable? C'est moi, le maire ou le président du conseil, etc. S'il y a une branche qui tombe, on fait un procès, etc. À ce compte-là, on couperait tous les arbres de France si on écoutait cette histoire de sécurité. Les risques sont très, 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 très faibles. Très, très faibles. On ne peut pas jurer qu'il n'y aura jamais un accident, mais vous savez, quand il y a la tempête qui souffle fort, franchement, il n'y a pas grand monde dehors. On a vu ce matin, d'ailleurs, il ne faisait pas bon. S'il y avait eu du vent, il y aurait eu un petit risque de branche, mais il n'y a personne. Les risques sont très, très faibles. Mais là, ils ont failli être coupés complètement à zéro. Ils l'ont fait sur un ou deux. Enfin, ils ont fait une expérimentation sur un ou deux. Ouais, c'est possible. Vas-y. J'aille voir. Regardez, c'est la même allée. Alors, regardez comment les arbres sont repartis, oubliant le travail de plessage des hommes. Ils repartent vers le haut, c'est prodigieux comme spectacle. C'est pas naturel, c'est pas artificiel. On est à la limite du travail. C'est exactement ce que tu disais, du lien entre un travail humain sur des arbres et la nature qui retrouve ses droits. Et bon, ça fait partie de l'histoire de notre pays, aussi bien culturelle que biologique, écologique, je pense. Et voilà encore. Alors, il y en a beaucoup dans le Morvan, notamment. Avant, on les appelle les queules. Dans l'Indre aussi, j'en ai vu. Voilà, ça c'est dans le Morvan, sur Montbeuvray. Ouais. Ça donne des trucs fantomatiques que j'adore. Mais on n'est pas... Et on a vraiment l'impression d'être en milieu, on ne peut plus naturel. En réalité, on se serait baladé là il y a combien, 70 ans. On était dans un chemin avec des... Bon, à 100 ans, disons. Oui, 100 ans. Avec des haies basses.
des vaches partout et pas du tout comme aujourd'hui en milieu forestier. Mais c'est vrai ici en Corrèze, enfin pour ce que j'en connais, ce matin quand on s'est baladé, j'ai dit là-bas, là c'est couvert de bois, etc. C'était pas des pâturages avant? Oui, c'était des pâturages. Hein. Mais ça c'est les paysages de France. Voilà, alors ça donne des, vous voyez, c'est des anciens arbres plessés, hein, entortillés. Vas-y. Ah, ça, Autre travail humain sur les pins, ouais, de la Haute-Loire ou de la Loire. Les petites régions, c'est le forêt, comme vous voulez, et le Velay. Et donc, la tradition, il y avait des professionnels qui venaient tailler les pins, P-I-N-S, pour faire du pain, P-A-I-N-S. P-A-I-N. Des fagots. Donc, ils coupaient du bois de pin pour donner au boulanger, pour mettre dans les fours. Et régulièrement, ils coupaient ces pins, et le pin, c'est pas très courant chez les conifères, hein. Il repart comme ça, comme on le voit ici. Il y a des conifères qui n'arrivent pas à le faire, mais les pins sylvestres, ils parviennent très bien. Et donc, on les appelle là-bas les pins à boulange. Et l'ONF a préservé certaines parcelles en essayant même de retravailler certains arbres pour garder la tradition. Ça ne sert plus à rien aujourd'hui, simplement c'est pour se souvenir de cette tradition et qui donne des paysages étranges. Bon, pour le plaisir, quelques arbres perchés sur des rochers. Encore, si je vais vous dire, vas-y. Ah, bah, non, je croyais que c'était les... Non, vas-y, tu peux passer à la suivante. Alors, ne pas oublier, évidemment, mais là, je ne veux pas être trop long là-dessus, les ifs de Normandie et de Bretagne, dans les cimetières. Si vous allez dans ces coins-là et que vous aimez les arbres, allez voir dans les cimetières. Il y a de bonnes chances que vous voyez des ifs, souvent millénaires, qui ont été plantés. Alors, vous voyez, il y a l'église à côté. Donc, la règle est simple. On n'a pas planté l'arbre près de l'église. Vous doutez ce que je vais vous dire à la suite. C'est qu'on a mis l'église près de l'arbre. L'arbre était là avant l'église. C'était des lieux de culte païens sur des tombes, probablement. Et ça a été christianisé ensuite. Et donc, on a construit l'église près du vieil arbre. Et certains sont parvenus jusqu'à nous. Il y a plusieurs dizaines d'ifs millénaires dans les cimetières de Normandie et de Bretagne, comme ici dans la Manche, à Saint-Ursin. Qu'est-ce qui devient celui de la haie de Routot qui a été abîmé? Ben, on va le voir, je crois qu'on va le voir. Ici, bon, parfois ça fait un peu kitsch, hein, ce qui a été fait. À l'intérieur, là c'est un chêne en Bretagne. Bon, il faut déjà chercher l'arbre. Hein. Mais l'arbre est bien vivant, c'est un chêne. Et il y a des ex-voto sur tout le tronc. C'est dans la forêt de la Guerche, en Bretagne. Et c'est un témoignage historique. Dans les histoires d'arbres, au moment de la Révolution, c'est toujours du côté contre-révolutionnaire que se trouvent les arbres. Je crois qu'il n'y a jamais d'arbres favorables à la Révolution française. Pourquoi? Parce que c'est les Chouans qui racontaient ces histoires, probablement. Ici, c'est une jeune fille qui était poursuivie par les troupes révolutionnaires, qui a été tuée à cet endroit-là, et c'est toujours un lieu de pèlerinage encore aujourd'hui. Ici, c'est encore autre chose. En Loire-Atlantique, il y a cette niche naturelle où on a mis un saint, je crois que c'est Saint-Joseph, et c'est un arbre à clous. Vas-y, sur la suivante, vous voyez. Les gens plantent des clous dans l'arbre pour conjurer les maladies. Et il y a des clous qui ne sont pas rouillés du tout. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça continue encore à faire. Alors, souvent, il y a des gens qui me disent « Oh là là, mais ça abîme l'arbre ». Oui, un petit peu, bien sûr. On déconseille évidemment de mettre des clous dans les arbres. Mais en même temps, là, ça le protège parce qu'il y a longtemps que l'arbre ne serait plus là s'il n'y avait pas eu la tradition des clous. C'est aussi bête que ça, vas-y. Pourquoi il y en a qui sont rouillés et d'autres qui ne le sont pas? Rouillés, parce que de ne pas rouiller, c'est des récents. Okay. C'est les capsules de bière, c'est pas médiéval non plus, les capsules de bière. C'est que la tradition continue. Il y a des capsules aussi, des gens qui mettent des capsules. Vas-y. Ça, c'est pas mal non plus. Ce sont les arbres à loques contre les maladies. Hein, quelqu'un qui est malade, on continue encore aujourd'hui, c'est dans la Somme, en Picardie.
à aller accrocher des vêtements. Ça se faisait sur des ormes. Les ormes, vous savez, ils ont été ravagés par la graphiose, par une maladie. Les ormes sont morts. Les gens ont continué à accrocher des vêtements sur les buissons. La municipalité a replanté des arbres pour respecter la tradition et à nouveau, les gens accrochent beaucoup de vêtements. J'y ai même vu des poupées d'enfants, une jambe en plastique et une poussette également. Sans doute pour qu'un enfant... je sais Et un pas peu si- partout dans les endroits précis. Non, c'est des endroits précis. Hein. Non. Là, c'est la commune, ça s'appelle Sénarpont. Je connais que 2 endroits où ça continue. Mais autrefois, ça existait beaucoup. Hein. Les arbres à loques. Vas-y. Voilà, encore. Ici, encore un autre truc sympathique pour les amoureux. On continue à aller faire un nœud sur des branches de noisetier qui se prêtent bien, les jeunes branches de noisetier. Et c'est censé porter bonheur, comme dans Paris, les gens accrochent des cadenas maintenant à tort et à travers. Là, c'est sur les noisetiers que ça se produit. C'est en Normandie aussi. Et puis, bien sûr, des arbres à légende, je vais terminer par ça, comme ici le chêne guillotin, qui se trouve en Bretagne, en forêt de Brocéliande, forêt de Pimpon maintenant. Lieu très visité, donc les gestionnaires ont décidé de construire un bâti de bois pour éviter le piétinement. Moi, je trouve ça un peu démesuré, mais... On m'a dit qu'il était en train de mourir. Non, je l'ai vu, il a moins de feuilles qu'il y a quelques années, mais il a encore un beau potentiel de vie. Et en fait, il y a un trou dans l'arbre, dans le tronc, qu'on ne voit pas ici. C'est dans ce tronc que se serait caché le curé Guillotin pendant la Révolution française. Il n'a rien à voir avec la guillotine. Et alors, une preuve qu'il n'est pas totalement mourant, c'est que moi, j'ai mesuré l'écartement du trou à 15 ans d'écart. Le trou s'est resserré, l'arbre a tendance à se refermer, c'est-à-dire que le curé ne pourrait plus rentrer aujourd'hui dans l'arbre, d'au moins 20 cm en une vingtaine d'années. Surtout qu'il aurait grossi, peut-être. Donc il grossit et ah oui, le curé, oui. Et sinon, ça c'est l'histoire vraie. Non, si tu peux revenir. La légende, il y a toujours une légende dans ces histoires-là, de très vieux arbres, 800 ans à peu près cet arbre. La légende, c'est que le curé Guillotin rentre et trouve une petite araignée. Il passe un pacte avec la petite araignée. Il lui dit, si tu tisses une toile devant le trou, je m'engage à te porter une petite mouche tout le reste de ma vie. Elle tisse une toile, c'est une légende. Hein. Elle tisse une toile et évidemment les révolutionnaires passants voient une toile d'araignée, ils savent que si elle serait déchirée s'il y avait quelqu'un dedans. Et donc ils passent leur chemin et on raconte que le curé Guillotin a porté tout le reste de sa vie. Mais une petite mouche à l'araignée en question. Et ces légendes évoluent toujours, parce que la dernière fois, on a remis le label Arbre remarquable de France, donc vous avez compris, c'est pour contribuer à mieux préserver ces arbres. Et ça marche assez bien, puisque en gros, on donne de l'importance à l'arbre en faisant ça. Il y a un événement festif, on boit un coup, on mange des spécialités locales, il y a toute la population du village qui vient, et ça protège l'arbre de faire un événement. Et le maire me dit... Le petit plus que vous ne savez pas, c'est qu'ici, dans le pays, on raconte que la petite araignée, c'est le symbole, c'était la sainte du village qui se serait déguisée en araignée. Enfin, ça évolue comme ça. Mais c'est joli. C'est joli. Allez, on regarde un ou deux encore. Ici, dans la Somme, toujours, Picardie, le tilleul aux épousailles. La tradition, c'est que les jeunes mariés, alors normalement, pour vous dire comment ces arbres grossissent quand même et compliquent les traditions, c'est que la tradition, c'est que le jeune marié prend la mariée dans ses bras comme ça, et la porte, et il doit passer au milieu. Sauf que l'arbre, il a tendance, on ne sait pas si c'est 2 arbres ou un seul arbre d'ailleurs. Il faudrait faire une étude génétique pour le dire, mais il faut le laisser tranquille, hein, le pauvre arbre. Là, les mariés, maintenant, ils font plus que des photos devant l'arbre. Ils ne peuvent plus passer. Et puis, en plus, ça dépend des 2 mariés et de leur physique. Allez, encore. Le chêne cuve en forêt de Bretonne, dans les boucles de la Seine.
Là, la tradition, vous voyez, il y a une partie de l'arbre qui a été coupée. Là. Les forestiers appellent ça des brins. Hein. Et ici, ça a été coupé. Alors, on dit que c'est un braconnier qui se serait vengé d'un garde champêtre en coupant un bout de l'arbre. Et dans le creux, entre les 4 brins qui restent, il y a un petit, vous avez déjà vu ça en forêt, il y a un petit creux avec de l'eau. Et donc, on dit que ça guérit toutes les maladies. Si on, je ne dis pas qu'il faut prendre un bain de siège. Mais juste pour mon anecdote à moi, c'est qu'on avait tourné une petite émission de télé et ils m'ont fait monter dans le creux de l'arbre. Et en fait, j'avais les pieds qui baignaient dans le machin. Je dis, je ne peux pas descendre. Non, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Et donc, j'ai attrapé la crève pour tout dire. Un endroit qui est censé préserver des maladies. Mais ça, c'est mes anecdotes à moi. Je l'avais sur mon sac là, ce matin, dans lequel il y avait le label, le chêne de Mossé, ou La Loupe, en Eure-et-Loire. Ceux qui ont l'œil, ils voient non seulement un arbre historique, alors ça, c'est mademoiselle, c'est voilà, un arbre qui a tous les critères de l'arbre remarquable. Très vieux, 800 ans peut-être, très gros, légende, histoire, il a tout ce qu'on veut. Et tradition, probablement ceux qui ont l'œil, non ? Il a dû être taillé en tétard et servir autrefois aux paysans qui venaient se procurer du bois. Voilà. Mais ça, c'est des arbres qui peuvent servir de gibet aussi. Également. Et aujourd'hui, il ne peut plus parce qu'on a mis une protection autour pour éviter ça. On y arrive maintenant, comme nous, on fait connaître des arbres, on conseille en même temps de les préserver du piétinement excessif. Donc une protection, si possible, discrète autour pour éviter le piétinement. La légende, pour finir, le seigneur du coin part aux croisades. Donc, vous voyez, ça vous donne une idée de l'âge de l'arbre, encore que ce n'est qu'une légende. Mais il part aux croisades et il plante un gland, un chêne, un futur chêne, et il nous dit à sa fiancée, ici, il y a un arbre qui va pousser, et si tu veux penser à moi, viens voir de temps en temps l'arbre en question. Et la suite de la légende, c'est que la jeune femme vient tous les jours, et tous les jours, elle pleure, elle pleure au-dessus de l'arbre, et l'arbre est toujours là. Qu'est-ce que j'ai après ? Voir si... Voilà, les deux alignements insolites, mais en très mauvais état, malheureusement, sont des chênes en Bretagne qui ont pris des formes incroyables, et je ne sais pas pourquoi ils ont adopté ces formes torses, peut-être dans leur structure génétique, mais c'est pas sûr du tout. Il y a des mutants dans les chênes. Il y a des mutations dans les chênes. Oui, ça peut être un mutant. Ouais. Oui, parce que là, la façon dont les branches ont de partir en zigzag, c'est pas du tout naturel. C'est pas l'habitus du chêne. Ouais, vous savez, pour les chênes, il y a 2 grands chênes dans nos régions. Je ne parle pas de la Méditerranée où c'est différent, mais le chêne pédonculé et le chêne rouvre, qui sont les 2 classiques. Et puis tous ceux qui apprennent à connaître les arbres savent lequel a un pétiole, lequel n'en a pas, comment est le gland, etc. On a des trucs très simples pour les identifier. Et à la fin, quand vous avez fini d'expliquer ça à tout le monde, vous allez dire, vous avez bien compris, celui-là, et ben, il faut savoir que la nature a fait des hybrides entre les deux, et qu'on a du mal, malgré tout, à distinguer forcément l'un et l'autre. Et je crois qu'il y a un autre alignement après. Ouais. Ah bah oui, je termine par celui-là. C'est pas en France, mais c'est une splendeur. Dark Edge, c'est ça ? Dark Edge, en Irlande du Nord, un des plus beaux alignements qui... Notre route des hêtres de ce matin a encore un petit peu de temps pour en arriver là. Boulot, mais c'est une merveille, et c'est vrai que les Anglais, enfin là on est en Irlande du Nord, ont une gestion de l'arbre très différente et, disons-le franchement, un peu plus respectueuse que celle qui prévaut en France. Ce sont des hêtres, oui. Vas-y, la suivante aussi. Et pour ceux qui regardent Game of Thrones... Et qui ont eu... dans Game of Thrones. Vous savez, il y a des gens qui vénèrent la série Game of Thrones et qui vont en Irlande, par exemple, ou en Nouvelle-Zélande, pour aller voir les sites du film. Et donc, il y a l'allée de... la chaussée de géants.
volcanique, sublime, en Irlande du Nord. Et ils vont voir aussi cette allée magnifique qui me sert de conclusion quand vous arrivez. Et donc, j'en profite pour présenter notre correspondante du Puy-de-Dôme qui arrive dans la salle. Et j'en ai terminé cette petite présentation en espérant avoir contribué à l'animation de ces 2 journées pour le mieux et pour faire aimer les arbres. Voilà, je vous remercie. Il n'existe pas de... Et je demande par avance à Louis de m'excuser, mais il le sait, parce que je serais peut-être amené à... Parce qu'il faut que j'aille reprendre mon train à Clermont. Donc moi, je vais prendre le relais avec une petite... Si vous avez une ou deux questions... Plus en rapport avec notre problème. J'ai vu 2-3 questions, allez-y. Je peux répondre aussi. Il n'existe pas de protection totale pour les arbres. Le Non, propriétaire, même le plus bel arbre, il a le droit de le couper. Il a le droit. Alors ce qui peut marcher, c'est au niveau municipal de classer dans le PLU certains arbres. Il faut simplement demander une autorisation qui peut être donnée ou refusée. Mais voilà. Il y a quelques exemples de chênes en particulier qui sont classés monuments historiques. Mais l'administration du patrimoine a beaucoup de mal à classer un arbre monument historique parce que l'arbre, il vit, il meurt. Donc un château, c'est un château. Il peut s'écrouler, mais quand même, globalement. Donc il y a quelques chênes. En particulier, il y en a un qui est très connu, qui est un chêne sur une départementale entre... alors c'est à la limite de la Haute-Vienne et dans la région Poitou. Dans la Vienne. C'est entre... Comment ça s'appelle ? C'est du Latu. Comment ? C'est du Latu. Oui, c'est le chêne qui tout plat, qui est au-dessus de la route. Et il y a un panneau avant le chêne en disant attention, faites un détour pour pas. Voyez, donc il y a des chênes qui empêchent les camions de passer. Et il y a une signalisation pour dire qu'il faut faire attention. En Corrèze, on fait le contraire. Donc ça fait la liaison avec le truc. Non, mais la protection des arbres, c'est un débat qui continue et on est un certain nombre, en particulier. Georges fait partie du groupe qu'on souhaite réactiver auprès du ministère, auprès d'un certain nombre d'élus, pour arriver à modifier progressivement un certain nombre de législations qui sont particulièrement cruelles pour les arbres, en particulier arriver à modifier le code civil. Donc ça, je veux dire, on va avoir beaucoup de travail. C'est très compliqué le code civil. Bouger le code civil en France, vous voyez, c'est très compliqué. Parce qu'il y a toujours ce fameux article 670 ou 673 qui, votre voisin ne supporte pas l'arbre que vous avez chez vous, il va vous demander de couper tout ce qui dépasse. Il a le droit de couper les racines qui sont chez lui. Par contre, vous avez le droit de tenter plainte si en coupant les racines, il fait cramer votre arbre. Mais vous voyez, c'est totalement absurde. On est dans des situations absurdes où en plus, en particulier, comme il y a dans des propriétés des arbres remarquables, vous avez Georges qui passe, qui labellise l'arbre, et vous avez le voisin, 2 ans après, qui vient demander de mutiler l'arbre. On s'en fout de code civil. D'où les efforts qu'on fait à l'heure actuelle, au moins. Alors, il y a 2 aspects. Un, sur les arbres remarquables, nous, on essaye d'avoir une démarche pour obtenir qu'ils soient reconnus comme patrimoine. Vous avez compris que ce sont des patrimoines naturels, mais aussi beaucoup culturels. C'est-à-dire très liés à l'histoire des hommes. S'ils sont encore là, c'est que des gens ont décidé un jour de laisser les arbres en question en place et de génération en génération. On poursuit simplement cette tradition. Et deuxièmement, on fait une autre démarche où on va essayer, mais ça c'est plus difficile, de rassembler les associations, la SFA, enfin ceux qui connaissent beaucoup les arboriculteurs, etc., qui veulent s'occuper d'un nouveau statut de l'arbre en France. On va essayer de fédérer un petit peu ça, un peu au-delà d'ailleurs de ce qu'on doit faire dans notre association. Mais moi je ne suis pas très optimiste à court terme sur le fait de déboucher sur quelque chose. Oui, il va falloir bosser. Ouais, dès qu'on pose le problème, vous avez 10 personnes qui vous donnent des arguments. Les uns donnent un argument, les autres... Je parle des protecteurs des arbres déjà. Oui. Parmi ceux-là, c'est déjà compliqué. Allez-y. Quelle est votre relation, s'il y en a une, avec l'UNESCO, par exemple? Nous, on n'en a pas. Parce que
Je sais que Jérôme, ici présent, avait fait des tentatives pour que les arbres, au niveau mondial, les arbres les plus remarquables, les arbres qui ont 5000 ans, 3000 ans, les pins et les séquoias américains, les arbres de l'Inde, etc., pour une reconnaissance comme patrimoine mondial. Voilà, nous... En fait, c'est des forêts qui ont été classées au patrimoine mondial. Mais pas des arbres en tant que tels. L'argument qu'on nous retourne aussi bien au niveau mondial qu'au niveau français, sont des êtres vivants, donc ils vont mourir. Et l'argument qu'on retourne en retour, c'est qu'un arbre qui a 2000 ans, c'est pas évident qu'il s'abîme plus vite qu'une église ou un monument qui a 500 ans, où on doit, vous savez, restaurer, changer les pierres, donc qu'on ne raisonne pas à la même échelle. Mais c'est l'argument qu'on nous donne à chaque fois, hein. Et pour l'instant, on se heurte à ça. En fait, il ne faut pas dire que l'arbre est seul et qu'il va mourir. Oui, c'est qu'il est avec dans un site. Voilà, il est dans un site, il a son propre écosystème et tout un ensemble de vivants, d'êtres vivants autour. Ouais. C'est cet ensemble-là qu'il faut préserver. Allez-y. Non, oui, il y a certains arbres de bord de route qui ont été marqués pour être coupés par le conseil. Bah ça, il va vous répondre. On en a parlé ce matin. Je vais céder la parole. S'il y a d'autres questions sur les arbres remarquables, j'y réponds. Sinon, là, tu as entendu la question? Oui, j'ai entendu. Mais j'ai pas fini, c'était juste pour savoir si on efface la marque, ça marche assez bien, est-ce que ça va changer Alors, quelque chose? au moins, je vais vous répondre par une petite histoire. Par une petite histoire et sur ce qu'il faut faire aujourd'hui, notamment au niveau local, il sera plus armé que moi pour répondre. On a labellisé récemment des mélèzes, une forêt de mélèzes qui ont environ 150 à 200 ans en Alsace. Et là, j'ai appris... Moi, dans mon petit discours, j'ai félicité les habitants de la commune qui s'appelle Durmenach. Et ils ont tous un accent très fort là-bas, et donc ils disent Durmenach. Et je leur ai dit, à Durmenach, le monde a commencé à changer chez vous. Et je vous félicite, et nous, on était 40 de l'association, on vous félicite, on vous remercie. Pourquoi le monde a commencé à changer? Parce que vous avez protégé avec la commune, avec les habitants, un endroit alors qu'il n'y avait aucun intérêt pour l'homme. On n'avait rien à y gagner, nous, espèces humaines. Et pourtant, vous avez protégé cet ensemble de mélèzes, les gens qui voulaient, qui avaient des appétits dessus pour exploiter. Vous les avez protégés parce que ce sont des beaux mélèzes qui forment une belle forêt un peu exceptionnelle, juste pour ça. Et donc, et à cette occasion, ils ont raconté une histoire passionnante. Les Allemands avaient des vues sur les mélèzes en question, pour avoir du bois facilement. Et donc, ils avaient marqué, comme sur les routes de Corrèze, les arbres qui pouvaient être abattus. Et il y a un résistant, son acte de résistance, ça a été de passer et d'effacer toutes, je ne sais pas comment il s'y est pris, ou de mettre des bouts d'écorce, etc. Ouais, mais enfin, bon, là, c'était dans le cadre de la résistance face aux nazis, c'était pas forcément facile. Il avait effacé toutes les marques juste pour protéger les mélèzes, alors que la vie de beaucoup de gens était en danger. Voilà, juste. Ça ne répond pas à votre question, mais la réponse. Je voulais répondre quand même. On a regardé les arbres ce matin, il y en a pour lesquels on n'a pas compris pourquoi ils étaient marqués. Il y en a, c'est parfaitement compréhensible. Or, s'il y a un oubli d'abattage, pour un arbre qui est dangereux, parce qu'il y en a qui sont avec des problèmes, et qu'il y a quelqu'un qui est tué, au niveau de la responsabilité, c'est mieux. Mais là, il faut être capable de refaire un diagnostic, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des arbres qui nécessitent effectivement d'être abattus. Mais si on enlève la marque... De toute façon, ils sont dans le SIG. Ils sont dans le SIG, donc ils sont marqués dans l'informatique. Mais là, par rapport à ça, empêcher un arbre. Il y a certains arbres, oui, il faut les abattre. Mais c'est pas pour ça qu'il faut les abattre tous. Non, mais il y a un problème de responsabilité. Je vous laisse enchaîner, il n'y a plus de... Je peux vous quitter. Il ne faut pas que je rate mon train à Clermont. On peut vous envoyer une photo d'un arbre qu'on estime bien sûr, remarquable. arbre.org, notre site, vous avez tout, arbres.org. Vous regardez sur le site, vous avez l'adresse. Oui, n'hésitez pas. Un aigle qui a avalé un rocher. Ah oui, j'adore ça en plus. Attendez, je vais vous laisser ma carte. Sur la question de Chavannes, vous pouvez marcher la semaine prochaine. Je vous salue. Merci Georges. Bravo pour tout le travail qui est fait.
Et je suis venu pour, pas pour faire le malin, mais pour vous soutenir. Merci. Merci.